Mais d'abord, l'info politique et parlementaire, c'est ce soir avec Germain Andrieux. Bonsoir à tous. À la une de ce mercredi 24 octobre, l'annulation de la loi sur le logement social par le Conseil constitutionnel. C'est désormais officiel, la loi Duflot a été retoquée. Les sages ont rendu leur décision en début de soirée. Mais dès ce matin, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a annoncé en anticipant cette décision du Conseil constitutionnel. Retour sur ce cafouillage parlementaire avec Pierre Lascar. C'est la déclaration qui a mis le feu aux poudres. Ce matin, sur une radio du service public, Jean-Marc Ayrault court-circuite le Conseil constitutionnel et annonce la censure de la loi sur le logement social. Il y a eu un cafouillage parlementaire, je le regrette. Mais en ce qui concerne la cause de cette annulation, vous savez que le Conseil constitutionnel a été saisi sur un problème de forme, de procédure, par l'UMP. Bon, et l'UMP a obtenu l'annulation. Très bien pour l'UMP, mais c'est pas bien pour les Français. Du pain béni pour la droite qui s'empare du sujet cet après-midi dans l'hémicycle. Que s'est-il passé à la suite de ce qui est bien plus qu'une négligence de procédure, de ce qui est le fait de bafouer les droits du Parlement? Vous nous annoncez, curieusement, vous faites le porte-parole du Conseil constitutionnel, vous nous annoncez que le texte sera censuré. Jean-Marc Ayrault monte au front et se retrouve obligé de donner des gages de respect de l'ordre constitutionnel. Si vous êtes inquiet, vous n'allez pas m'apprendre que je connais parfaitement les principes de la séparation des pouvoirs et que j'ai trop de respect pour cette séparation des pouvoirs ainsi que pour la totale indépendance du Conseil constitutionnel pour qu'il y ait la moindre ambiguïté. Mais salle des 4 colonnes, l'opposition ne semble pas très convaincue. Tous les jours, on a des nouvelles preuves de l'amateurisme de ce gouvernement. Le Premier ministre, il y a une semaine, nous explique que c'est fini les couacs de ses ministres, que c'est fini les cafouillages. Et ce matin, c'est lui qui fait un couac, c'est lui qui cafouille. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Matignon, mais il y a besoin de sérénité. Et puis, il y a peut-être besoin aussi que le président de la République redonne un cap, tout simplement. À 19h15, le Conseil constitutionnel confirme enfin sa décision d'annuler la loi sur le logement social. Motif, la procédure parlementaire n'a pas été scrupuleusement respectée. La gaffe de Jean-Marc Ayrault a éclipsé l'essentiel. Un des principaux textes législatifs du gouvernement est ce soir dans l'impasse. Et toujours sur cette annonce anticipée du Conseil constitutionnel, l'interpellation cet après-midi dans l'hémicycle de Jean-Marc Ayrault par Arnaud Richard, député UDI. Il accuse le Premier ministre d'avoir piétiné le Parlement puis les institutions. On écoute tout de suite Arnaud Richard et la réponse de Cécile Duflot. Avec le rejet du texte sur le logement au Sénat, vous appreniez à vos dépens que l'on ne piétine pas le Parlement sans en subir les conséquences. Mais vous faites mieux aujourd'hui. Vous humiliez le Conseil constitutionnel, garant de nos institutions. Humiliation qui vous a amené ce matin en annonçant vous-même une décision qu'il n'a pas encore prise puisqu'il se réunit actuellement. Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI vous demande solennellement de présenter vos excuses au Conseil constitutionnel. Je pense effectivement que la question des excuses se pose. Parce que de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'1 700 000 familles en France qui attendent des logements. Nous parlons de 3 millions de personnes qui sont mal logées. Nous parlons de 600 000 personnes qui vivent dans des logements insalubres. Voilà où est l'urgence. Cette loi vous déplaît, elle sera votée pour ceux qui en ont besoin. Alors, pour y voir plus clair sur ce feuilleton de la journée, Jean-Jacques Urvoas est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Jacques Urvoas, vous êtes député socialiste du Finistère, président de la commission des lois et puis surtout ancien professeur de droit constitutionnel. Est-ce que, sans être un spécialiste, vous pouvez nous dire s'il y a eu gaffe ou pas de la part de Jean-Marc Ayrault ? Non, il n'y a pas de gaffe. Jean-Marc Ayrault a commenté une décision dont chacun savait qu'elle était inéluctable, puisque le Conseil constitutionnel informe l'exécutif et même le Parlement de l'intention de ces décisions. Donc nous savions depuis hier qu'il y avait une probabilité de censure parce qu'il y a eu un problème technique, un problème de forme qui n'avait pas été respecté au Sénat. Et donc c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que l'opposition, pour la première fois depuis 1958, alors qu'elle combat le fond d'un texte, choisit de déférer ce texte sur des questions de forme. Alors, on y reviendra, mais tout de même, la chronologie, de le dire dès ce matin, il aurait pu être un petit peu plus patient, peut-être ? Je pense que c'est un grand classique ou c'est une première ?
D'abord, c'est pas une marque d'irrespect vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Le collègue qui tout à l'heure parlait d'humiliation du Conseil constitutionnel, évidemment excessif, Jean-Marc Ayrault, a commenté, comme nous l'avons tous fait hier et ce matin encore, la décision. D'ailleurs, à telle enseigne qu'on ne savait plus ce matin si le Conseil avait effectivement ou pas publié sa décision, puisque, encore une fois, comme elle ne portait que sur des questions de forme, il n'y avait en réalité pas d'exégèse à avoir sur la pensée du Conseil. Alors justement, cette décision est tombée. Est-ce que vous pouvez expliquer d'une façon limpide ce qui s'est passé ? En clair, il y aurait une mauvaise version du texte présentée au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Ça concerne d'abord le Sénat, ce qui rassure cette maison. Ça ne s'est pas passé à l'Assemblée nationale. Ça concerne le Sénat. Depuis 2008, dans la Constitution figure le fait que le texte qui vient en séance est celui de la Commission. Donc il faut que la Commission ait produit matériellement un texte. Dans le cas qui nous intéresse, la Commission du Sénat n'a pas produit matériellement de texte pour des raisons que j'ignore, qu'on va donc qualifier de techniques. On va dire que c'est des problèmes de photocopie. Mais en séance, ils ont travaillé sur la base du texte présenté par le gouvernement. Et donc, très justement, au pied de la lettre, le travail parlementaire dans l'hémicycle ne se passant pas sur le texte de la Commission, le Conseil a censuré. Mais en clair, l'opposition gagne un petit peu de temps ? C'est tout ? L'opposition mène une bataille. Jean-Marc Ayrault l'a promis, si le Conseil constitutionnel annule cette loi, il y en aura immédiatement une autre qui sera appliquée à Neuilly comme partout. Oui, je pense que très honnêtement, ce que vient de faire l'opposition, c'est de perdre du temps pour ceux qui attendaient cette loi, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui mal logés, ceux qui espèrent que les collectivités puissent investir dans le logement social, parce qu'en réalité, le texte va être redéposé probablement demain, qu'on va faire de la place dans l'agenda de l'Assemblée nationale pour que très vite on puisse rediscuter du texte. Le texte n'a pas été contesté sur le fond. Il s'agit donc pas de faire un autre texte, ça sera exactement le même texte, simplement nous allons respecter cette fois-ci la procédure parlementaire comme c'est le cas pour 99,9% des textes. Donc oui, ceux qui aujourd'hui ont perdu du temps, c'est malheureusement ceux qui ont besoin de logement. Mais ça s'explique comment une erreur de débutant, simplement une erreur de procédure, de version pour aller trop vite. Je veux dire, je pense très honnêtement que c'est la volonté de bien faire, c'est-à-dire que justement comme il y a eu une urgence, nous étions au début de la législature, au début de la session parlementaire extraordinaire, il y avait une envie du gouvernement et de sa majorité de rentrer très vite dans les textes, et donc du coup, le Sénat, je ne voudrais pas commenter plus au Sénat parce que je ne connais pas matériellement les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à cette situation-là, c'est dommageable, bon, maintenant c'est pas dramatique non plus. Le projet de loi sur le logement social est donc annulé, mais ce n'est pas le seul couac du moment. D'autres textes de loi à venir ou déjà en cours d'examen connaissent de sérieux ratés. Les explications de Johan Rolla. Hier au Sénat, une nouvelle péripétie dont le gouvernement se serait bien passé. En commission des affaires économiques, l'adoption d'une motion d'irrecevabilité à une voix près. Sous les yeux de la ministre de l'écologie Delphine Batho, le projet de loi sur l'énergie tombe. Surprise, le danger est venu par la gauche, des sénateurs communistes. Ce n'est pas une proposition de loi qui va vers la justice sociale. Elle appliquera un malus à des gens extrêmement défavorisés. C'est assez incompréhensible que des sénateurs communistes aient pu voter contre avec les voix de la droite. Une majorité fragile au Sénat et le risque d'une série noire sur le front des réformes. Car sur le terrain législatif, le texte sur l'énergie n'est pas le seul menacé. Divergence sur le mariage pour tous, recul sur le droit de vote des étrangers, flottement autour du rapport Gallois, des brèches dont l'opposition souhaite profiter. Je suis très frappé de voir que le gouvernement est en train de reculer sur un certain nombre de sujets. Surtout si j'ajoute ce qui vient de se passer au Sénat, puisque le texte sur le tarif progressif du gaz et de l'électricité a été rejeté hier au Sénat. Ça fait quand même beaucoup. Ce matin, aucun ministre n'a souhaité ajouter de commentaires sur les difficultés du calendrier législatif. Une nouvelle épreuve attend pourtant la majorité à l'occasion du vote du budget. Si les élus communistes venaient à s'abstenir ou à voter contre, ils pourraient à son tour être repoussés par le Sénat, faute de majorité. Alors là encore, Jean-Jacques Urvoas, on vient de le voir, plusieurs thématiques, l'énergie, le mariage pour tous, le droit de vote des étrangers. Est-ce que l'opposition exploite des brèches de façon médiatique ou est-ce qu'il y a une certaine fragilité en ce moment de la part du gouvernement ? Alors, je ne ferai pas un paquet cadeau de tous ces textes-là. Dans le cas qui a été évoqué dans le reportage sur l'électricité, enfin sur l'énergie, il y a un problème politique. C'est-à-dire que ce texte a été voté à l'Assemblée nationale, il allait au Sénat, et ce sont nos collègues communistes qui ont choisi de voter avec la droite contre le texte. Le résultat, c'est qu'évidemment, la majorité n'existe plus, puisque la majorité de gauche au Sénat n'est que de 6 voix. Si les communistes votent contre, nous sommes sans majorité. Donc ce n'est pas une question à poser au gouvernement. C'est une question qu'il faut poser
au groupe communiste, pourquoi avez-vous accepté de voter avec la droite contre un texte dont nous pensons qu'il est destiné à protéger ceux qui sont aujourd'hui dans une situation difficile? Pour ce qui est des autres textes, le mariage pour tous ou le droit de vote des étrangers, je ne vois pas en quoi on parlerait de recul. C'est l'opposition, bien sûr, qui mais fait... il n'y a pas de recul. On ne peut pas. On sent une certaine fébrilité sur le mariage pour tous. On sent que c'est plus aussi ferme. Ou le droit de vote des étrangers, on sent que c'est peut-être pas aussi ferme. Le calendrier n'est pas très clair. Est-ce que vous avez confiance sur le fait que ce soit fait avant la fin de l'année, par exemple? Je ne partage pas votre sentiment sur les deux textes. Sur le mariage pour tous, comme président de la commission des lois, j'ai demandé au gouvernement de nous donner du temps, parce que tel que le calendrier était prévu, il fallait au rapporteur 15 jours pour organiser les auditions. 15 jours sur un texte comme ça, je crois alors vraiment que le Parlement aurait mal travaillé. Donc j'ai demandé à avoir 6 semaines pour organiser chaque jeudi, dans cette maison, salle Lamartine, en public, c'est-à-dire devant l'œil des caméras, des auditions, parce que le sujet le mérite. Écoute, très honnêtement, le jour où nous voterons ce texte-là, personne ne s'intéressera de savoir si on l'a voté en janvier, en février ou en mars. Donc là, il est inscrit maintenant le 30 janvier. Il n'y a pas un recul du texte, il y a le travail parlementaire respecté. J'aurais été très choqué que le gouvernement pousse le moteur là-dessus, parce que les sujets sont quand même pas des sujets anodins. Pour ce qui est du vote des étrangers, j'ai fait campagne, moi, sur le vote des étrangers, pour le fait de donner le droit de vote aux étrangers. Mais je n'ai jamais dit que nous allions le faire en 2012 ou en 2013. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en 2017, quand je vais repartir devant les électeurs à Quimper, je pourrai leur dire oui, je suis fier d'avoir voté le droit de vote pour les étrangers. Merci Jean-Jacques Urvoas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Alors, retour maintenant dans l'hémicycle avec le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, et Jérôme Cahuzac sont largement revenus aujourd'hui sur le bilan du gouvernement précédent et sur l'urgence de rééquilibrer les comptes. On écoute tout de suite le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Il y a l'urgence de rétablir les comptes sociaux. J'ai eu l'occasion, lors des questions au gouvernement, d'indiquer ce qu'étaient les chiffres, c'est-à-dire de corriger ce qu'un parlementaire de l'UMP avait cru bon d'affirmer. Le déficit cumulé de ces 10 années de mandature UMP, c'est 160 milliards d'euros, c'est beaucoup, c'est trop. Le déficit de cette année, sans mesure de correction, c'est 19,4 milliards d'euros, c'est beaucoup trop. Nous ramenons ce déficit à 13,7 et nous ne pouvons ramener ce déficit à 13,7 uniquement par des mesures d'économie. Je viens d'en dire quelques mots. Il faut donc des prélèvements complémentaires. Des prélèvements complémentaires. Et les nouveaux chiffres du chômage viennent d'être publiés. Aucune amélioration n'était attendue. La France compte aujourd'hui 47 000 chômeurs de plus. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis 2009. Toutes les explications dans le détail avec Elisa Bertholomé. 17e mois de hausse consécutive pour le chômage en France. Au total, 3,057 millions de personnes sont sans emploi en métropole. Une augmentation de 1,6% par rapport au mois d'août, la plus forte depuis avril 2009. Si on inclut les inscrits à Pôle emploi exerçant une activité réduite, 4,515 millions de personnes cherchent un travail en métropole. La hausse du chômage s'accélère, les mois précédents étaient déjà pas bons, mais ceux-ci sont particulièrement mauvais. Et surtout, ça reflète le fait que la situation économique est en train de se dégrader et que potentiellement même la France rentre en récession. Deux catégories de population sont particulièrement touchées, les jeunes et les seniors. 10 500 jeunes se sont inscrits au Pôle emploi en septembre, ils sont 14 900 chez les seniors. Et ce, malgré les mesures prises par le gouvernement, les emplois d'avenir et les contrats de génération. Il faut faire 36 milliards globalement d'ajustements budgétaires et on voit que face à ça, les 3-4 milliards d'euros qui vont être mis pour les emplois aidés, pour les contrats de génération seront insuffisants pour venir contrecarrer ces effets récessifs liés à l'austérité. Faute de croissance, la hausse devrait se poursuivre les prochains mois. François Hollande et le gouvernement ont pourtant fait la promesse que dans un an, la courbe s'inversera. Et on termine ce journal avec le jugement de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Kerviel. L'ancien trader de la Société Générale vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme assorti d'une amende bien loin de l'euro symbolique. Jérôme Kerviel devra verser 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. C'est le montant du préjudice subi par la banque. La Société Générale a annoncé qu'elle se montrerait réaliste. L'ancien trader a annoncé son pourvoi en cassation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique. Tout de suite, ça vous regarde, consacré à l'UMP, au duel entre Jean-François Copé et François Fillon. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Très bonne soirée sur LCP.